Ah, quelle belle période pour le baseball, la mi-octobre, et c'est le temps de vous présenter compte complet. Alain Useron en compagnie de Marc Griffin. Marc, il y a, bon, 4 séries qui se sont terminées. On va s'y attarder un petit peu et regarder ce qu'il y a à retenir là, de ces 4 séries de division, en commençant par la Ligue américaine. Est-ce que c'est une véritable surprise, cette victoire des Red Sox de Boston contre les Rays de Tampa? Il y en a beaucoup qui voyaient encore une fois les Rays remporter le titre de champion bon, de la Ligue américaine. Heu, Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette série-là? Est-ce que moi, je vais te le dire tout de suite, là, c'est l'importance de JD Martinez. Je pense si on parle d'un vrai leader, quelqu'un qui est important au sein d'une formation, heu, on l'a vu l'année passée, ça n'a pas bien été pour JD. Le reste de l'équipe en a souffert. Cette année, gros début de saison et on a carburé avec ça toute l'année. Je pense que écoute, la définition du joueur le plus utile à son équipe, là, je pense, s'applique à 100 à JT Martinez. Ah ben absolument. Dans un sens, oui, je suis d'accord avec toi. Tu sais, les gens disaient, OK, ce qui s'est passé en saison, la surprise des Red Sox, Mhm, bon, le rendement des partants en début de saison, puis tout ce qui a amené évidemment à cette saison de 92 victoires, c'est intéressant. Mais là, les gens disaient, oui, mais là, en série, on sépare la saison des séries, les Rays vont reprendre, bon, leur style, leur façon de faire, ça va être supérieur à ce que les Red Sox peuvent proposer. C'est pas ça qui arrive. Moi, ce que je trouve, c'est que dans les séries actuellement, ce qui se produit, puis ça inclut évidemment cette série entre les Red Sox et les Rays, c'est que mhm, on joue en équipe. Tu sais, puis le baseball est un sport d'équipe très individuel, mais on joue mieux en équipe. Quand je dis mieux en équipe, c'est que, tu sais, oui, Jerry Martinez a été extrêmement important, mais je regarde les mhm, gros coups sûrs de plusieurs joueurs, les jeux en défense, il y a un paquet de choses qui font que, contrairement à puis, tu sais, je sais, Alain, qu'on aura des débats là-dessus, mais cette surpréparation, selon moi, de la façon dont tu sais, qu'on utilise les lanceurs, encore une fois, la façon qu'on. Ça rattrape un peu tout le monde à ce niveau-là. C'est ce que je pense vraiment. Bon, si Glasnow était là, si Morton était là du bon. côté des Rays, on aurait des lanceurs partants, on pourrait bâtir là-dessus et on rendrait à ce moment-là les releveurs beaucoup plus efficaces. Parce que même si tu demandes 17-20 lancés, mais tu le demandes 3 jours de suite, c'est évident que la troisième journée ou même la deuxième journée, on n'a pas Mhm, cette même efficacité-là. Donc, tout ça pour dire que j'aime ce que les Red Sox font en série. J'aime le message qui est lancé actuellement, c'est qu'on a surpris le monde du baseball. On continue dans la même veine, même si les lanceurs ont ralenti. Je parlais des lanceurs partants du côté des Red Sox. On continue quand même à se battre. On trouve les moyens de gagner. Puis ça, ben, ça se calcule pas toujours. Et quand ça se mhm. calcule pas toujours, ben, je trouve ça intéressant. Bon, écoute, tu m'as devancé quand tu as parlé de Tyler Glasnow et là, je veux parler des Rays. Est-ce qu'on n'a pas été trop vite sur la gâchette quand on a laissé aller Rich Hill? Compte tenu que Glasnow, bon, lui aussi, il a manqué. C'est pas que c'est des manches de très grande qualité dans le cas de Rich Hill, mais Rich Hill, garde ton équipe dans le match la plupart du temps pendant, bon, 4, 5 manches. Là, tu as Glaston qui n'est pas là. Est-ce que c'est pas venu rattraper les Rays? Puis là, on parle de blessures. On pourra poser la même question avec les Dodgers. Dans le fond, on a été capable bon, de passer à travers la première série sans Muncy, sans Kershaw. Là, ça ne va pas tellement bien. On y reviendra tantôt, là, mais est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire? Est-ce que c'est la façon de faire des Rays? Là, je ne parle pas du deuxième étage. Alors, la décision de laisser aller Rich Hill, compte tenu de ce qui s'est passé, ça n'a pas été mal avisé de la part des Rays. Probablement mésestimer l'importance de ce que ça peut donner, surtout s'il y a une courte série 3 de 5. Et je pense Mhm, qu'on va même le voir davantage dans des séries 4 de 7. Tu sais, Alain, on va en reparler, là, mais la définition du lanceur partant en 2021, mhm, est-ce qu'il faut la redéfinir? Est-ce qu'il faut redéfinir c'est quoi un départ de qualité? Est-ce mhm, qu'il faut redéfinir le nombre de lanceurs qu'on devrait avoir dans une formation aussi? Est-ce que là, avec le nombre de lanceurs qu'on a, ça force les gérants, ben, pas ça force, mais ça offre aux gérants l'opportunité de dire, bon, écoute, j'ai 14 lanceurs, moi, là. Tu sais, je peux en utiliser comme je veux, puis je peux l'enlever un. Je sais pas. J'aime pas où tout ça s'en va, mais je regarde, les résultats ne sont pas nécessairement là non plus. Donc, ouais. est-ce qu'il va y avoir une corrélation à faire entre, tu sais, de penser que
2 tours au bâton, c'est suffisant pour un lanceur, Ouais. qu'un lanceur pour les 6 dernières manches, c'est ça la prochaine génération de succès des équipes. Je pense pas qu'on s'en va là. Puis, en tout cas, j'ai hâte de voir la suite des choses dans les Ouais. séries, là, pas juste au niveau de la Ligue américaine, mais de la Ligue nationale aussi. Là. Bon, tu parles de lanceurs partants. Dans la Ligue américaine, le meilleur groupe de lanceurs partants, c'était celui des White Sox de Chicago. Les Astros leur ont botté le derrière. Ça aurait dû finir en 3, cette série-là. Je m'excuse, là, mais les White Sox n'ont jamais été dans le coup. De toutes les équipes qui ont perdu, c'est peut-être l'équipe qui a le plus mal paru. L'équipe pourtant que plusieurs voyaient se rendre jusqu'au bout quand la saison a commencé. Je n'étais pas le seul à le penser, Marc. J'avais choisi les White Sox pour gagner la Ligue américaine à tout le moins. J'ai pas senti beaucoup d'énergie de la part de cette équipe-là. Rendons hommage aux Astros de Houston quand même, là, qui a une formation très aguerrie. Mais c'est une saison très, très décevante. Fin de saison décevante, moi, je trouve, pour les White Sox. Ouais, ben écoute, puis tu sais, on parle des lanceurs beaucoup, mais je regarde le départ de Lance Lynn, correct. Giolito, très ordinaire. Dylan Cease, qu'on a décidé de lancer à la place de Rodon dans le match numéro 3, a été bon, très ordinaire. Donc, tu vois, là, les 4 partants des White Sox n'ont pas nécessairement donné ce qu'on souhaitait. Mhm. Bon, est-ce qu'il faut donner crédit à l'attaque des Astros? Peut-être. Ouais. Mais toujours est-il qu'il fallait quand même trouver le moyen de garder l'équipe dans le match. Donc, on n'a pas senti d'énergie, moi, du côté des White Sox de Ouais. Chicago. Je ne sais pas de quelle façon on s'était préparé, mais il faut considérer comme cette sortie hâtive comme décevante. Parce qu'on avait, on avait sur papier une équipe qui pouvait certes donner un meilleur rendement face aux Astros de Houston. Euh, Ouais. il y aura des petites questions à se poser durant l'hiver parce que est-ce que le fait qu'on a joué contre des équipes tout au long de la saison, des équipes pas nécessairement. Tu sais, parce que je regardais, Ouais. je sais qu'il ne faut pas toujours faire un parallèle, mais la fiche des White Sox en saison contre des équipes supérieures à 500 Exact. n'était pas positive. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a lieu de se poser des questions à savoir, bon, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de battre des bonnes équipes? Ouais. On ne jouait pas contre Kansas City ou encore, bon, Détroit, évidemment, dans cette série-là. Ce qui m'amène à la question suivante. Je regarde les équipes qui ont été éliminées. Bon, White Sox, Milwaukee, les Rays dans une certaine mesure. Les 3 équipes se sont qualifiées très tôt en étant assurées de leur position très tôt. Est-ce que ça n'a pas finalement nui au momentum de ces 3 équipes-là rendues en série? Bien, la question est très pertinente. Puis je vous dirais que le plus gros du travail d'un gérant, c'est exactement ça. C'est comment amener ton équipe à être à son meilleur lorsque les séries commencent, lorsque ça fait 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines que tu es déjà assuré du championnat de ta division. C'est pas facile. Et même pour les joueurs, c'est pas évident. Puis là, Mmh. comment comment t'assurer que les joueurs sont dans des bonnes séquences? C'est des choses qui sont incontrôlables, mais la question se pose. Puis là, évidemment, on ne fera pas exprès pour perdre, pour rendre ça serré, là, Ouais. pour avoir des matchs qui ont de l'allure en fin de saison. Mais ce sont des défis énormes. Et oui, il y a lieu de se poser la question, est-ce que ça n'a pas pu nuire, évidemment, à tout ça? Ben écoute, ça reste à voir. Regarde, les Cards ont gagné 17 de suite. Ils étaient vraiment dans une belle Ouais. séquence. Mais là, c'était une série de un match. Évidemment, c'était pas une Ouais. série, c'était un match. Là, c'est un peu différent. Lorsque tu as quand même une série de 3 de 5, tu as peut-être un peu le temps là, de t'installer ou de réagir si ça va moins bien dans le match numéro 1. Mmh. Mais je ne suis pas certain, Alec, qu'il y a des solutions parfaites Ouais. à ta question, en fait. Ouais. Écoute, je posais la question et c'est juste que, bon, cette année, on s'en aperçoit, là, il y a des équipes, effectivement, qui ont vogué au cours des dernières semaines, qui, oups, rendues en série, se sont fait débarquer. Une de ces équipes, ce sont les Brewers de Milwaukee. Heu, Écoute, on a manqué d'essence chez les Brewers. Il n'y a pas eu beaucoup de points. Mais il y a 2 choses que je retiens. Tu en as parlé un peu, le rendement de Christian Yelich. C'est un joueur clé dans cette série-là. C'est supposé de l'être. Il n'a pas fait grand-chose. Puis l'autre aspect, rappelle-toi le rendement de Willie Adames quand il est arrivé avec les Brewers de Milwaukee. Avec raison, à un moment donné, on disait, ben, ce gars-là mériterait d'être vu que parmi des joueurs par excellence de la Ligue nationale, même s'il est arrivé tardivement.
Il a raté quelques semaines en fin de saison. Il n'a pas repris. Il n'a pas repris le même rythme quand il est revenu. Et je pense que ça a fait très, très mal aux Brewers, moi, à la fin de la saison. Ce rendement-là, ben, le fait qu'Adams n'était probablement pas à 100% et la baisse de régime de Christian Yelich. Oui, puis je suis d'accord. Puis je vais mettre davantage l'emphase sur Yelich. Oui, Ce gars-là, ben écoute, tu regardes Freddie Freeman, il n'a pas frappé, là, ça n'a pas été la. Tu sais, c'est pas oui. le gars qui a frappé pour 500 séries. Mais lorsqu'il était le temps d'aller chercher un gros coup sûr, on va le chercher. C'est pas le cas pour Christian Yelich. Il a laissé des coureurs sur les sentiers. Il avait l'occasion de vraiment aider son équipe. Et je comprends quand dur de l'insérer là. C'est jamais comment un gars de même peut débloquer. Mais tu n'as aucune production d'un gars dans le cœur de la formation. C'est le gars qui Mhm. devrait te transporter, surtout dans les matchs serrés. On savait que ça allait être des duels de lanceurs. On connaissait la qualité des joueurs, des lanceurs, des Braves, des Brewers. On savait que ça allait être une série extrêmement serrée au niveau des points. Donc, un coup sûr ici, un coup sûr là peut faire une grande différence. C'est pas arrivé dans le cas de Yelich. Je suis d'accord avec toi pour Adamez. Il n'était pas le même Ouais. joueur, même s'il nous a offert quand même du Mhm. grand baseball en Ouais. défense. Il a obtenu sa part de coup sûr, mais tu ne peux pas être tout seul dans une formation. Moi, je pense que Ouais. Yelich est le frappeur qui a échoué lamentablement en série. C'est malheureux parce que je regarde ce que Bellinger fait avec les Dodgers. Pas qu'il est en train de tout virer à l'envers, mais il a obtenu déjà de gros coups sûrs pour les Mhm. Dodgers en série, malgré une saison misérable. Il a réussi, on dirait, à tourner la page de la saison régulière pour avoir un meilleur rendement ici en série. Ça n'a pas été le cas pour Christian Yelich. Et ça fait mal. Ça fait mal Ouais. maintenant. Ça va faire mal encore si jamais Yelich n'est pas capable de se retrouver, là. Ouais, et la dernière équipe, c'est fort dommage. On parle des Giants de San Francisco, les deux équipes avec les deux meilleurs dossiers du baseball majeur qui s'affrontaient. Ça prenait malheureusement un gagnant. Ça s'est soldé dans le 5e match par un point sur une malheureuse décision. On ne reviendra pas là-dessus. Marc, je pense que tout a été dit et écrit sur le demi-élan de Wilmer Flores. Euh, Écoute, c'est une belle saison qui malheureusement s'éteint de cette façon-là pour les Giants. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. On pourrait revenir sur le format des séries qui a fait en sorte que les deux équipes avec les meilleures fiches se sont affrontées. Je pense que le commentaire de Max Scherzer, on en a parlé du format des séries, Marc. Scherzer, dans un certain sens, a raison. Il avait juste à finir premier s'il n'y avait pas, bon, dans ce cas-là, bon, pour la raison laquelle on joue pas à Los Angeles et à Atlanta. Cette série-là, ce que je retiens, Marc, on a peut-être fait connaissance avec un lanceur qui, l'an prochain, sera peut-être candidat au trophée Cy Young, c'est Logan Webb. Absolument. On a compris un peu pourquoi les Giants avaient connu une belle saison. Oui, Écoute, on n'a pas raté ça de beaucoup, là. C'était une ah très ouais. belle série. Tu as raison de dire, c'était cruel d'avoir absolument un gagnant et enfin un perdant dans cette Ouais. série-là. Euh, mais effectivement, ce qu'on doit retenir, c'est que je sais que cette année, c'est peut-être l'exception plutôt que la règle, mais cette année, le format des séries, tu sais, tu gagnes 107 matchs et l'équipe qui gagne le match des équipes repêchées en a gagné 106. Les Braves qui, au mois de juin, n'étaient même pas dans la course, finissent avec Ouais. 88 victoires. Non seulement vont jouer contre les Brewers, mais ont l'avantage du terrain en série de championnat parce qu'on a gagné le titre de la division. Donc, cette année, ça n'a pas fait de sens. Si c'était ainsi chaque année, je te dirais là, il va falloir considérer peut-être de changer le format des séries. Mais Max Scherzer, tu l'as dit, il l'a bien expliqué. Il dit, écoutez, les règles sont là pour tout le monde, on les connaît. Les Giants ont terminé premier, Mhm. on a terminé deuxième. C'est aussi simple que ça, on va vivre avec. Ouais. Bon, félicitations quand même aux Giants. Une saison bon, de rêve, saison régulière, qui est malheureusement terminée. Les séries de championnat, bon, d'abord, Boston-Houston, on s'en va au Fenway Park. C'est 1-1 dans cette série, mais c'est drôle. L'énergie que je ressens, ça pourrait être 2-0 Red Sox, puis l'énergie ne serait pas différente. Je ne sais pas si c'est ce que tu perçois aussi, Marc, mais aussi étonnant que ça puisse paraître, moi, j'avais choisi Houston très tôt parce que je me disais qu'on est mieux placé quant au personnel de lanceurs. Mais j'ai l'impression qu'on a reviré ça debout complètement chez les Red Sox de Boston et peut-être par la propre faute des Astros de Houston. Pas sûr qu'on a si bien géré que ça, les lanceurs, moi, dans les deux premiers matchs. Ah, les lanceurs. C'est vraiment le sujet de l'heure dans le baseball, hein. L'utilisation des Oui, oui. lanceurs, c'est vraiment, vraiment le sujet chaud. Par contre, il y a des choses intéressantes, c'est que
les statistiques avancées, la préparation a apporté beaucoup au baseball. Mais il y a des choses, puis je sais, Alain, que bon, on est en train de essayer de calculer et quantifier tout ça ou d'une manière quelconque, Oui, mais oui. la synergie d'une équipe, il y a quelque chose derrière ça. Il y a quelque chose derrière le succès d'une équipe. Puis, tu sais, on peut étudier chacune des équipes gagnantes chaque année, puis oui, on pourrait dire, bon, l'utilisation de tel joueur ou tel joueur a été bien meilleur qu'on pensait, mais à quelque part, là, quand tu as un groupe de 26 gars en mission, il y a quelque chose qui se passe. Mais il se passe quelque chose avec les Red Sox de Boston cette année. C'est une équipe Cendrillon de la Ligue américaine. Euh, on a battu les grosses équipes pour se rendre là. Alors, il ne faut pas négliger cet aspect-là. C'est ce que je veux dire. Il ne faut pas négliger l'aspect là, des gars qui tirent dans le même sens. Puis en anglais, Mhm. l'expression, c'est pick each other up. C'est un gars qui est Ouais. chaud au bâton, le gars en arrière va faire le travail. C'est aussi simple que ça. Tu commets une erreur, ben, la manche suivante, il se passe quelque chose on sent ça Mhm. plus chez les Red Sox de Boston. Et tu sais, la perte de McCullers, là, on parle de lanceur partant, ben, tu es obligé de mettre un Valdez comme premier partant, mais on ne l'a pas senti très, très alerte. Est-ce que le fait qu'on la Mhm. pression d'être soudainement celui sur qui on compte, il n'y a pas de Verlander, il n'y a pas de Cole, il n'y a pas de McCullers, là, soudainement, Valdez devient celui qui doit livrer la marchandise. Whoop, tu tombes avec Garcia dans le match numéro 2. Il n'y a pas un frappeur des Red Sox qui est intimidé par qui que ce soit là, en ce moment. Là. Alors, moi, je pense que cet aspect-là, il devient intéressant. Bon, Chris Sale, est-ce qu'il a bien lancé? Pas vraiment, mais moi, je pense qu'il peut encore nous sortir un bon départ. Nate Eovaldi a été très bon, un des rares lanceurs de la Ligue américaine qui lance Ouais. plus de 5 manches. Fait que, tu sais, le fameux doute, quand on dit un doute qui s'installe, ça n'intimide pas nécessairement les Astros au point de se dire hey, on n'est Ouais. plus là. Mais je te dis juste que soudainement, comme tu l'as dit, il y a une énergie qui a été transportée vers les Red Sox. Mhm. Et le match numéro 3 va devenir fort important pour justement ce message, cette énergie du côté des Red Sox. Est-ce qu'on peut le transporter dès le premier match? Et là, vraiment créer le doute chez les Astros. Oui, mais écoute, il y a des choses intéressantes qui ont été dites après le deuxième match. Odor Reddy qui est arrivé en relève, même lorsque ça s'est fait, on s'est posé la question si c'était pertinent, si c'est pas un releveur qui aurait dû. Et là, ben, Odor Reddy, semble-t-il, c'est lui qui devait commencer le match numéro 4. Je regarde l'alignement, on va se tourner vers Zach Greinke, qui n'était pas supposé d'être une des options. Si ce n'était pas le cas, Marc, je ne sais pas ce qu'il fait dans la formation, bien honnêtement. Comme releveur, je ne suis pas convaincu. Il a le profil de l'emploi, mais si on regarde les lanceurs actuellement, on est mieux disposé chez les Red Sox de Boston. Si Eduardo Rodriguez va commencer le match numéro 3, on présume, je ne sais pas quel est le plan, est-ce qu'on gère un match à la fois? Est-ce qu'on va garder Nick Pivetta de côté pour le match numéro 4 ou encore c'est notre première option si Rodriguez se plante? La question est encore ouverte. Là. Je vous précise qu'on est lundi matin, là, donc il y a des choses qui peuvent changer dans les prochaines heures. Mais bon, il y a des secrets d'État présentement et je pense pour les gérants d'estrade, on nous en donne pas mal au cours des séries. Ah oui. Ben, moi, je pense que c'est le cas, Alain. Rodriguez commence. Si on se fie à ce qui s'est passé depuis le début, si on lance juste 2 ou 3 manches, c'est Pivetta qui lance les Ah manches. oui? Selon moi, c'est ça. En fait, c'est pas ça que je ferais comme décision. Moi, ça serait Oui, Pivetta qui commencerait le match numéro 3. Je me suis jamais caché de oui, pencher de ce côté-là. Mais j'ai l'impression que ça pourrait être ça. Aussitôt que j'ai entendu que Rodriguez était le lanceur partant, selon moi, ça serait la possibilité. Si jamais Rodriguez, par contre, lance, bon, 5 manches. On est rendu que 5 manches, c'est un départ de qualité dans nos têtes. Là. Ben là, Pivetta probablement ne lancerait pas. Donc, lui serait l'option pour le match numéro 4 à ce moment-là. Mais écoute, Alain, on est loin. Là. Il n'y a pas si longtemps, là, on avait nos 3 ou 4 partants. Les Rays ont commencé les ouvreurs. On a commencé cette mode-là à un moment donné. oui. Parce qu'évidemment, c'est très rare à l'époque. Mais là, c'est en train de jouer des tours. C'est en train de jouer des tours aux Dodgers. C'est en train peut-être de jouer des tours à certaines équipes. Les Astros n'auront pas le choix d'aller vers ce côté-là aussi, étant donné les lanceurs partants là, qu'on voit actuellement avec l'équipe. Euh, il va y avoir des bras fatigués à la fin de ces séries-là. En tout cas, je peux te le garantir parce qu'il va y avoir la surutilisation de certains bras.
Et ça peut devenir inquiétant. Bon, on parlait de la Ligue nationale. Les Dangers sont dans le trouble face aux Braves d'Atlanta. La relève qui n'a pas fait le travail dans les 2 premiers matchs. Kenley Jansen, un tir, c'était fini. Je pense que le héros, c'est Austin Riley depuis le début de cette série-là pour les Braves d'Atlanta. Son potentiel n'a jamais fait de doute. Puis là, écoute, c'est et Jack Peterson, je pense que ce sont les 2 joueurs qui ont fait le plus mal jusqu'à maintenant. On court chez les Braves, ça fait mal aux Dodgers. Je l'avais mentionné, ça Ben, se pouvait qu'on se serve de nos jambes pendant les séries. Ça a été payant pour les Braves. en fait, les Dodgers aussi courent beaucoup, mais on n'a juste pas Ouais, profité de ça. autant. Moi là, j'aime beaucoup ce que les Braves font. Effectivement, on profite de nos chances. Il y a un frappeur dont Austin Riley, qui transporte l'équipe actuellement. Du côté des Dodgers, par contre, euh, on ne s'aide pas. Et là, j'enlève rien, évidemment, aux Braves d'Atlanta, là, mais les Dodgers ne jouent pas la bonne balle. Ouais, Je m'excuse, mais d'avoir Souza au champ droit, bon, dans un match, c'est important. Déjà qu'on se questionnait, mais allez, il y a un relais de 160 pieds à faire vers le marbre. N'importe quel relais qui a de l'allure, on retire le coureur au marbre. La balle fait 2 bons sur un relais de 60 pieds. La balle frappait en fin de match par Rosario contre Jansen. Bon, les gens disent Seager aurait pu. Hey, écoute, la balle est sortie à 107 000 à ouais, l'heure du bâton. Là. Tu sais, je veux dire, à quelque ouais, part, là, c'est pas un jeu facile. Mais les Dodgers, ils ont 2 coups sûrs depuis le début de la série avec des courants en position de marquer. On en a eu des ouais. occasions en or. L'utilisation d'Urias fait encore jaser. Un partant que tu mets. Alors, je peux comprendre que Max Scherzer disait ah, mon champion, mon bras, il est pas fort. Il y avait quand même juste 75, 76 Ouais. lancés. En l'enlevant tôt, c'est Gratterol plus tôt, c'est Trinan plus tôt. Là, il y avait un trou, là. Alors, on met un partant, même si Urias a déjà agi en releveur, il a commencé tous ses matchs cette année en saison régulière. Tu déplaces un gars hors de sa zone de confort, même s'il a un petit peu d'expérience, ça coûte cher. Fait que je reviens à ma surpréparation. Des fois, je me dis, je ne suis pas certain. Pourquoi avoir enlevé Jansen à la fin? C'est-à-dire, pourquoi avoir amené Jansen avec 2 Ouais. retraits? Gratterol lançait encore des 103 000 à l'heure, lançait encore très bien, il avait certainement l'étoffe de finir la manche. Je ne vous dis pas qu'il n'aurait pas donné le coup sûr à Rosario, mais je m'explique mal. Là, ce que sont dit, si on perd avec notre meilleur sur un tir. Non, mais tu as raison de dire que là, pour les gérants d'estrade, c'est super, mais même Ouais. avant que ces gestes-là soient posés, on se pose la question. Tu sais, lorsque Urias est arrivé au monticule, hein, il y en a plusieurs qui disaient c'est pas Ouais. certain que c'est le bon gars qui est là. Et lorsqu'on a amené Jansen, c'est vrai là, que Dave Roberts va dire écoute, j'ai amené mon meilleur. Mais Gratterol a l'étoffe d'un releveur numéro un. Ben oui. Est-ce que Rosario, je sais que Rosario est dans une très, très bonne séquence, Ouais. mais est-ce qu'il est moins bon à retirer Rosario? Est-ce que Gratterol est moins bon que Jansen qui arrive, qui lance avec moins de vélocité, qui a été très efficace? Mais en tout cas, il se passe des choses chez les Dodgers où on doit remettre en question certaines décisions. Puis je sais que ces Ouais. décisions-là sont prises avant le match. Puis c'est ça, encore une fois, qui ramène le débat en disant pouvez-vous gérer un match sur l'état de la situation et non Mhm. uniquement basé sur la préparation? Ouais, et c'est pas fini, Marc. Je m'excuse, là, je pense que dans 5 ans, on va avoir ce débat-là aussi. À quel niveau ce sera, je l'ignore. Mais là, le problème des Dodgers, on manque cruellement Max Muncy, comme tu l'as mentionné, avec des coureurs sur les buts. Puis, moi, ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait qu'on soustrait A.J. Pollock face à certains droitiers. Sa fiche est bonne contre des droitiers dans l'ensemble. On le fait depuis qu'il est avec les Dodgers. Il avait de la profondeur, mais là, tu n'as pas Max Muncy. Pendant que c'est pas un trou dans l'alignement, là, puis on a de la misère. Je la comprends pas, celle-là, Marc. Tu as parlé de la présence de Souza, effectivement. Ron Washington, écoute, c'est le gars le plus béni des dieux aujourd'hui, au moment où on se parle. Mais pas d'affaire à envoyer le Exact. coureur au marbre. Il l'a fait quand même parce que, bon, tu avais besoin d'un point. C'est un des. Bon, donc là, c'est un des instructeurs au troisième qui prend le plus de risques dans le baseball majeur. Lui, il pense qu'il a 30 des chances de marquer, il va l'envoyer. Bon.
C'est dans sa tête, lui. Il faut mettre de la pression sur l'adversaire. Mais tu as raison, il y a un paquet de choses sur lesquelles je m'interroge aussi sur les Dodgers. Et le gros point d'interrogation au moment où on se parle, qui va amorcer le match numéro 4? Hey, il faut gagner le match numéro 3 avant de penser qu'il va commencer le match Oui, numéro 4. Puis oui, on s'entend que le match numéro 3, c'est le match pivot, là. Parce que si les Braves gagnent le premier match à 0-3, ça devient extrêmement difficile avec la qualité des lanceurs partants des Braves. oui. Tu as Mais, Charlie mais Martin qui est là en passant hein, pour les Braves. donc, ça devient. Écoute, ce que je trouve, ce qui se passe dans le baseball, il y a deux éléments. Un, quelle est la valeur réelle des lanceurs partants en ce moment? Quelle est la valeur réelle? Parce que là, moi, si j'étais un lanceur partant, là, je commençais à m'inquiéter du portrait que mon sport me donne. Oui, Et à la limite, ça pourrait même influencer le salaire de ces gars-là. oui. On va-tu donner encore 25-30 millions, Alain, à un gars qui va lancer 5 manches sur 35 départs? Non, mais la question est vraiment. Puis, là, après Ben, ça, oui, oui. le releveur là, qui dit hey, moi, je lance à tous les jours, là, ben, moi, je veux plus d'argent aussi. Mais si je lance à tous les jours, est-ce que mon bras va être en mesure de passer au travers des longues saisons comme ça? Alors, il y a comme un espèce de changement que j'aime pas. Pour bien Ouais. honnête, j'aime pas ce changement-là. J'ai pas de problème avec les défenses adaptées. J'ai pas de problème avec un paquet de facteurs que dans le baseball et que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment moins. Mais il y a un élément qui. Ben, enfin, il y en a plus qu'un, là, mais un élément qui m'inquiète, c'est Ouais. l'utilisation des lanceurs à ce niveau-là. Que les Rays aient été créatifs à l'époque parce qu'on n'avait pas de lanceurs partants, bon, à un certain moment donné, tu dis, bon, ils ont été créatifs, mais là, ils ont créé une Ouais. mode. Et là, c'est rendu une tendance. Euh, et là, ben, je comprends que ça coûte pas mal moins cher de payer un releveur à une couple de millions par année qu'un partant qui en coûte 20-25, puis tu as autant d'efficacité. Mais à un moment donné, il va falloir réaliser que ça n'a pas d'allure. Puis, alors, si le baseball reste ainsi, en fait, pour ne pas dénaturer le baseball, là, il y a peut-être plusieurs solutions qui pourraient forcer les organisations à redévelopper des lanceurs partants qui, lorsqu'ils commencent, peuvent au moins espérer lancer 7, 8 ou Mhm. peut-être même 9 manches. Alain, est-ce qu'on ne serait pas obligé de. Si on réduisait le nombre de lanceurs, ça pourrait donner une occasion au gars de dire là, il va falloir que je sois un petit peu plus Mhm. patient, sinon je vais manquer un moment. Ouais. Il y a des solutions, puis les autres solutions, on sait fort bien là, que c'est au niveau du au niveau du temps qu'on prend pour effectuer chacun des tirs, mais ça, Ouais. c'est un autre Ça, débat. c'est. Mais ça reste que c'est un élément. J'aime pas où on s'en va avec ça, Ouais. puis j'espère que c'est plus l'exception cette année que la règle des prochaines années. Ouais, mais sur le plan financier, tu as un bon point quand même, parce que tu regardes, je fais juste regarder, bon, un lanceur de pointe, c'est rendu qui va lancer à peu près quoi? 200 manches, là, c'est à peu près bon, c'est à peu près ce qu'on va avoir. Gros maximum, là. Il n'y en a pas beaucoup qui atteignent les 200 manches. Mais admettons qu'on y va là avec un salaire de 30 millions pour 200 manches. Tu prends trois releveurs qui lancent 65 manches, là. Mêlez tous les trois ensemble, tu ne te rends pas à 30 millions. Je m'excuse, là, il y a le Ah ben, lanceur de relève t'es même pas numéro. proche. Bon, le lanceur numéro un qui va bon, le salaire, je pense qu'il est plafonné à 15. Là. Il n'y a pas un lanceur qui va gagner plus que ça. Ils sont très, très rares. Là. Par la suite, admettons là, que tu donnes 6 millions à trois lanceurs qui lancent 60 manches. Tu es encore en bas, pas mal du 30 millions. Tu économises minimum 10 millions. Il y a un aspect financier là-dedans, Marc. On n'en parlera pas de façon ouverte. Je suis convaincu que ça rentre dans l'équation au sein de certaines organisations. Puis l'autre chose aussi en série, ce qui complique la tâche des équipes, et j'en ai parlé brièvement, là, mais Marc, c'est qu'en saison régulière, un gars qui lance deux, trois manches, oups, tu l'amènes dans les mineurs, tu peux jouer avec la liste des joueurs blessés. Marc, tu le sais, tes équipes jouent avec cette liste-là. Ah, ben, je pense que tu as mal à une jambe un peu pendant, on va te tasser. On rappelle un bras frais. On n'a pas ce loisir-là pendant les séries. Je pense que ça c'est un aspect dont plusieurs équipes n'ont pas tenu compte quand ça a commencé. Oui, bien, effectivement, c'est tout ça qui s'accumule. Tout Oui, ce que tu viens de mentionner, bien là, ça s'accumule, puis là, on se retrouve dans des situations. Écoute, oui. on est juste en série de championnat, là. Il y a juste Mhm. 2 matchs de jouer, là. Alors, si on étire les séries,
tu as un autre 4, peut-être 5 matchs, puis là, le gagnant s'en va en série mondiale. Tu vas arriver comment? Mm-hmm. Tu vas arriver comment avec Oui. tes lanceurs à la fin, là? Moi, écoute, j'ai hâte de voir la suite des choses. Puis l'autre aspect, là, Alain, bon, ce qu'on a vu l'autre jour, là, avec, évidemment, on ne peut pas savoir qu'un lanceur se blesse, mais d'avoir amené un lanceur puis lui donner tout le temps nécessaire à s'échauffer, bon, est-ce qu'à ce moment-là, il n'y aurait pas, je dirais pas une règle, mais un gros bon sens où amène un releveur qui, lui, prend 15-20 lancers maximum à s'échauffer. Puis l'autre affaire aussi, c'est qu'un lanceur, pourquoi qu'on ne réduirait pas le nombre de tirs qu'on a aussi entre les manches? Parce que normalement, on devrait calculer le temps entre les manches, mais on ne le fait pas. Puis là, la télévision nationale, c'est des pauses de 3 minutes. Fait que le lanceur, il prend son temps. Puis c'est toujours. On nivelle par le bas avec. Je sais que les gens se plaignent beaucoup là, des matchs de 4 heures puis 4 heures et demie, même s'il y a des fins de match tout à fait sensationnelles. Évidemment, ce sera pour un autre balado, là, mais il y a des solutions, honnêtement, là, qui pourraient être appliquées, qui pourraient aider cette situation-là pour que le baseball puisse bien vieillir. Oui. Juste terminer pour l'aspect dont j'ai parlé tantôt sur les releveurs. Un exemple concret là, de ce que je vais illustrer, par exemple, un Tanner Houck qui lance 3 manches, tu sais qu'il ne sera pas disponible le lendemain. Bon, ben, écoute, en temps régulier, on pourrait le descendre dans les ligues mineures et rappeler un Philippe Valdez pour le lendemain, par exemple, ce qu'on n'a pas le loisir de faire en série d'après-saison parce que tu es pris avec ton alignement des 26 joueurs. Il y a des règles, là, tu ne peux pas le rappeler 10 jours après, ce qui limiterait peut-être la façon de faire. Parce que, comme je le mentionnais, on joue avec la liste des joueurs blessés pas mal souvent là, au baseball majeur, de sorte qu'on est capable de contourner les règlements. Bon, quelques changements, Marc, à venir ou qui ont été annoncés. Mike Shield, bon, c'était un congédiement qui a surpris pas mal de monde. Il semble-t-il qu'il y a déjà des équipes intéressées, particulièrement les Padres de San Diego. C'est un gars d'organisation, Mike Shield. Est-ce que, comme gérant, il a assez gagné ses lettres de noblesse pour qu'une équipe, il puisse aider une autre équipe? Moi, je pense qu'il y a assez d'expérience. Écoute, oui, il n'a pas été là longtemps, mais il a été là dans des moments très difficiles. Bon, on a traversé la COVID, là, ça reste un élément important. Là. Il a amené son équipe en série, encore une fois, cette année. Moi, je pense qu'il s'est fait un nom. Écoute, c'est sûr que ce n'est pas un vétéran de 10, 12 puis 15 saisons dans le baseball majeur comme gérant, mais il y a quand même anguille sous roche dans ce dossier-là. Oui. Je sais que, parce que ça a surpris beaucoup de monde, puis en lisant des journaux locaux à Saint-Louis, là, tout le monde s'est étonné de cette décision-là et on n'a pas de doute qu'il s'est passé quelque chose. Là. Fait que ça reste à voir et j'ai hâte de voir justement comment ça peut se dérouler pour la suite des choses. Mais je trouve que c'est un des bons gars qui devient disponible. Ça ne change pas mon idée première. Je trouve que Ron Washington devrait aller à San Diego, mais ça, c'est mon opinion personnelle. Bon, parlant de San Diego, le dossier d'Aaron Boone, et si je fais le lien, c'est parce que la famille Boone est originaire de San Diego. C'est pas compliqué, là. Son statut n'a pas encore été officiellement déterminé ou annoncé, peut-être déterminé, mais en tout cas pas annoncé par les Yankees, qui ont déjà limogé 2 instructeurs seniors, un troisième aussi, mais principalement un des instructeurs des frappeurs, Eric Thames, et Marcus Thames, je devrais dire, et l'autre, c'est Phil Nevin, qui prenait quand même pas mal de place comme instructeur au troisième. Il y aurait des désaccords au deuxième étage quant au statut de Aaron Boone. Les gens baseball seraient moins vendus à Aaron Boone que le propriétaire Steinbrenner. Aaron Boone, première des choses, est-ce que lui, on ne sait pas quelles sont ses intentions, mais le fait que le poste soit ouvert à San Diego, j'ai l'impression, moi, ça lui tenterait peut-être d'aller à San Diego, M. Boone, et de revenir chez lui. Je sais que tout ça est spéculation, mais je regarde la façon dont les choses se font, que son retour n'a pas été annoncé. Je me dis qu'il y a peut-être anguille sur roche, comme tu le mentionnais, dans ce dossier-là, et que tout ça est interrelié. Ouais. C'est sûr que lorsque tu remercies la plupart de tes instructeurs et que toi, ton statut n'est pas confirmé, je pense que le message est assez clair. On est en train d'étudier la suite des choses.
Et oui, aussitôt que le poste de San Diego est devenu ouvert, les spéculations ont commencé avec Aaron Boone à ce moment-là. Juste en passant, dans le cas de Phil Nevin, les Yankees, c'est l'équipe cette année qui s'est fait le plus souvent retirer des coureurs au marbre. J'ai pas le chiffre en tête, là. J'ai une quinzaine en tête ou même 16. Mais de loin, l'équipe qui s'est fait retirer le plus de coureurs au marbre. Et non les Braves d'Atlanta avec Ron Washington en passant. Mais tout ça pour dire que. Pas que c'est pas surprenant, mais tu voyais qu'il semblait se passer quelque chose à l'intérieur. La synergie entre les entraîneurs ne semblait pas nécessairement être là, mais c'est clair que c'est une possibilité. Pas l'admettre, ce serait une erreur. Il y a un lien naturel. Les Padres ont besoin, selon moi, de quelqu'un. On a manqué le leadership. On en a parlé dans le dernier balado. Là, on a manqué le leadership du côté des Padres de San Diego. Et parfois, le leadership vient du gérant. Et le gérant peut amener des gars d'expérience là-bas à devenir des leaders. Bon, est-ce que Mike Shield est l'homme tout désigné pour ça ou Aaron Boone, qui arrive des Yankees de New York, qui a de l'expérience, qui a pas mal fait du tout là, avec les Yankees, mais qui ne les a pas amenés nécessairement plus loin, mais qui arrive quand même avec un bagage intéressant. Est-ce que ça, c'est vendeur? Est-ce que ça, c'est auprès d'un Manny Machado, d'un Fernando Tatis? Est-ce que c'est bon? Parce que tu regardes les gars que tu as signés à long terme là, avec les Padres, puis tu dis quel profil de gérant serait le meilleur pour que ces gars-là puissent vraiment exploiter leur force au maximum. C'est ça qu'il faut que tu regardes. Parce que si Mike Shields s'entend, je dis n'importe quoi là, OK? Je dis vraiment n'importe quoi, mais si Mike Shields s'entend moins bien avec des joueurs latins, c'est pas vrai, là. Je veux juste dire, si, tu ne l'amèneras pas alors que c'est Tatis, c'est Machado. Bon, mais, alors, il faut que tu arrives avec quelqu'un qui va permettre à ces gars-là d'être encore meilleurs, d'être encore plus confortables. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, oui, il y a un fit naturel au niveau, Boone San Diego, Boone Yankees expérience, mais la vraie question, c'est est-ce que je peux amener mes meilleurs joueurs à être les meilleurs l'année prochaine, puis amener mon équipe, évidemment, à battre les Giants et les Dodgers. Bon, chez les Cubs de Chicago, il y a un nouveau directeur général, Carter Hawkins, qu'on a pigé dans l'organisation des Indiens de Cleveland. Hawkins a touché à peu près tous les aspects du baseball, développement des joueurs, recrutement, bon, etc., etc. Et je ne sais pas si tu as lu l'annonce officielle des Cubs de Chicago, mais on a beaucoup, mais beaucoup insisté sur le fait que les Indiens ont un réseau de filiales qui leur a donné pas mal de joueurs. Est-ce que c'est un changement de culture? Là? Et ils sont en train de le voir à travers le baseball. Hein? Les Red Sox s'en vont là. C'est un modèle là, qui s'étend un peu partout parmi les équipes qui ont de l'argent. On dit il y a des équipes qui le font, il y en a qui le font mieux que d'autres. Si les Pirates avaient conservé leurs 3 bons prospects, ils n'en seraient pas là probablement aujourd'hui. Merci Chris Archer. Là, ça semble être une tendance sérieuse au sein d'équipes qui ont de l'argent. Moi, c'est ça, moi, que je suis en train de constater. C'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle parce que même les équipes qui ont de l'argent, ça leur permet justement d'aller chercher le gros nom. Tu sais, c'est pas juste. Quand tu fais une transaction, là, c'est pas parce que tu es riche, c'est parce que tu as des prospects à donner. Parce que ce que tu recherches quand tu vas échanger un Max, tu vas chercher un Max Scherzer ou tu vas chercher, je ne sais pas moi, des noms, des grands noms de ce monde, c'est pas nécessairement parce que tu as de l'argent. L'argent, tu peux pas l'acheter, là, c'est une transaction. Mais tu es capable de donner des joueurs d'avenir. Alors, quelle beauté! Là. Tu combines développement, donc un réseau de filiales hors pair, et tu as les moyens. Alors, c'est la combinaison gagnante. Imaginez des Rays avec un peu de moyens. Alors, les Rays pourraient continuer à développer comme ils développent. D'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent faire. C'est ce qu'ils pensent qu'il peut arriver. Qui peut arriver si jamais ils ont le projet de Ville-Sœur arrive. Ça, c'est un autre dossier. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis content qu'on s'en va là. Il y avait trop peu d'équipes. Puis ça fait, écoute, Alain, c'est pas d'hier qu'on parle du développement des joueurs, là, qu'on parle les expos des années 70, 80. Longtemps était l'organisation de l'année parce qu'on a développé. Puis, on ne reviendra pas sur les expos, mais les Carter, les Reigns, les Cromartie, les Dawson, c'est des joueurs qu'on a développés. On a vraiment fait en sorte que cette franchise-là a été
parmi les meilleurs à un certain moment donné parce qu'on a développé. Alors, c'est pas d'hier. Sauf que là, l'argent est tellement venu s'impliquer dans le sport professionnel, puis les gros Ouais. marchés que là, on s'est mis à acheter, les agents libres, puis tout ci. Écoute, regarde les Dodgers, là. À mon époque, là, on développait, puis là, soudainement, on a dit, hey, c'est-tu quoi, on a de l'argent, là. On va aller les chercher, les Darryl Strawberry de Ouais. ce monde, puis les Eric Davis, puis ça n'a pas marché, hein? Ça n'a vraiment pas marché parce que Ouais. pendant ce temps-là, on a délaissé le réseau de filiales. Alors, au lieu d'avoir pendant 5-6 années la recrue de l'année, on a délaissé ça et là, on a eu un creux de vague de l'organisation pendant, bon, je vais dire une dizaine d'années. Et là, on a Mhm. compris qu'il fallait redévelopper. Fait que si plus d'équipes développent, repêchent, développent, trouvent le moyen là, d'amener des gars à un autre niveau, c'est là qu'il va y avoir la parité davantage dans le baseball. C'est pas nécessairement ceux qui Ouais. achètent, ceux qui trouvent le moyen d'eux. Mhm. Alors, il faut passer par là. Puis je suis content que les équipes riches le font, parce que je ne comprends pas encore pourquoi il y a des équipes moins nantis ne le font pas. C'est Ouais. prouvé, c'est réellement prouvé. Les Rays le font à nouveau encore. Les A's le prouvent année après année aussi, qu'ils sont capables de développer et de trouver des moyens Mhm. de lutter pour la première place à chaque année. Donc, ce n'est pas un secret, mais il est à peu près temps que tout le monde embarque dans le bateau, là. Juste préciser aussi qu'au cours des dernières années, une des équipes qui a investi le plus dans l'embauche des joueurs latinos, tu sais qu'il y a une limite d'argent, là, qu'il y a Ouais. un montant là, envers les joueurs dominicains et vénézuéliens. Ce sont les Yankees de New York. On a même procédé à des transactions pour aller chercher une allocation d'argent qui appartenait aux autres équipes pour pouvoir en embaucher davantage. Et les Yankees ont profité du fait aussi que, disons-le, les joueurs, particulièrement de la République dominicaine, veulent aller jouer à New York. C'est pas maintenant, il y a une grosse diaspora latino-américaine là-bas, dominicaine et portoricaine, là, mais on parle strictement de la République dominicaine. Là-bas, c'est New York qu'on vise. C'est pas Cleveland ou Kansas City. Bon, mais encore là, il y a une limite d'argent, puis les Yankees, pour s'assurer d'avoir parmi les meilleurs, ben, sont allés piger au sein de quelques équipes, là, en retour d'espoir, dans quelques de sérieux espoirs, mais les Yankees, c'est là aussi où on se dirige. Dernière chose, Marc, puisqu'on parle de baseball mineur, semble-t-il que c'est annoncé là, que dans certaines ligues, bon, le baseball majeur va aider les jeunes financièrement. On n'augmentera pas leur salaire, mais on va leur permettre peut-être de se soulager davantage en leur permettant en leur fournissant en fait un endroit où habiter. Moi, on n'a pas annoncé de quelle ligue, ce ne sont pas toutes les ligues qui sont soumises à cette annonce-là. On peut penser que ce sont les ligues des ligues, bon, au début, là, les ligues de recrues et les ligues de A faible, là, où ça va se passer. Écoute, c'est un pas dans la bonne direction. Il n'y a pas de doute là-dessus. Qu'on injecte des sous dans les ligues mineures, c'est déjà un pas de géant. Parce que vous savez, les ligues professionnelles mineures, c'est épouvantable. Il n'y a pas d'autre mot à dire. C'est bien plus. Enfin, on est très loin du salaire minimum. Tu ne peux pas gagner ta vie dans le baseball professionnel mineur. Tout est fait, Euh, est bâti pour que tu fasses les majeurs après 6 ans. Un gars qui ne peut pas traîner bien plus que 6 ans, s'il traîne, c'est parce qu'il est bien spécial, mais il ne fera pas beaucoup d'argent. Là. C'est pas, je veux dire, il va avoir mhm, 30 ans, là, puis c'est beau s'il va avoir fait 30 000 par année au cours des 2-3 dernières années. Puis encore, ça, c'est s'il a réussi à faire le 40 joueurs une mhm, fois ou deux. Là. Donc, pour les ligues recrues, Alain, quand tu signes, tu parlais de la République dominicaine, on sort un jeune de la République dominicaine à 16 ans, il n'est pas nécessairement prêt déjà à avoir un salaire, c'est-à-dire, oui, d'avoir un salaire, mais d'aller lui-même se loger puis se nourrir. Bon, on parle des jeunes joueurs qui sont repêchés via l'école secondaire. C'est pas toujours évident. Donc, qu'on aide les ligues recrues loger et j'espère nourrir, parce que ça vient avec, selon moi. Là, j'espère qu'on va pouvoir loger et nourrir cet ensemble de joueurs-là. Après ça, là, que tu arrives dans le A-Fort, dans le 2A, dans le 3A, je pense pas que les gars ça va leur tenter d'aller habiter dans l'espèce de bâtiment qu'on a fait pour eux autres. Là. Les gars vont vouloir avoir leur propre chose. C'est un pas dans la bonne direction, Alain, mais le nerf de la guerre reste les salaires. Et si on peut dire, bien écoutez, ligue recrue, en fait, ce qu'on peut appeler short season, donc les saisons courtes, ouais. là, je pense que ça vaut la peine d'aider les jeunes
à habiter dans des endroits qui sont parfaitement adaptés pour eux et qu'on puisse les nourrir. Ça, si on peut faire ça, là, j'ai Mhm. pas de problème. Mais après ça, augmenter un peu le salaire. Je vous dis, là, on parle encore de joueurs là, qui font 1000, 1200, 1300 par OK. mois, pendant 6 mois, pas pendant 12 mois. Tu es payé seulement durant ta saison. C'est là que ça n'a pas de bon sens. Donc, je sais que ça s'est amélioré au cours des dernières années, mais tu sais, Alain, si le joueur retourne chez lui, là, il ne peut pas s'entraîner, il faut qu'il travaille. Il n'a pas fait d'argent durant son année. Donc, il y a beaucoup de travail à faire encore. J'apprécie le pas dans la bonne direction, mais je pense qu'il va falloir encore pousser pour que ça devienne pas mal mieux. Puis, rapidement là-dessus, le dernier mot là-dessus, c'est que s'il y a de plus en plus d'équipes qui mettent l'emphase sur le développement des joueurs, ben, traite-les comme du monde au niveau des ligues mineures, puis ils vont t'en donner peut-être encore plus, puis peut-être que tu Ouais. vas en développer d'autres joueurs, parce que moi, j'en connais beaucoup dans mon temps, puis dans le temps d'aujourd'hui. Écoute, à un moment donné, les gars, ils tirent la plug, là, c'est terminé, ça n'a pas d'allure. Les Mhm. gars vieillissent, sont rendus à 23, 24 ans, 25 ans parfois, parce que tu es sorti du collège à 22 ans. Ça fait 3 ans, 4 ans que tu traînes à les mineurs, tu fais pas d'argent. C'est dur, c'est pas facile, c'est vraiment pas Mhm. facile. Alors, bravo pour l'initiative. J'espère que c'est le début de quelque chose de pas mal plus gros. Oui, je suis d'accord avec toi. Écoute, la différence de salaire, de traitement, je devrais dire, entre, par exemple, la Ligue américaine de hockey et le niveau 3A est très, très élevé. Un joueur de la Ligue américaine de hockey capable de vivre décemment, ça dépend au niveau 3A, ça dépend du statut du joueur, là, mais il peut y avoir de grosses fluctuations. Tu peux avoir un vétéran des ligues mineures. Ça arrive qu'il y en a un qui peut faire un salaire décent. Je pense il y a deux noms qui me viennent en tête, là, Mike Hessman, qui a eu une longue carrière, qui est l'exception plutôt que la règle. Solarté, tu te rappelles de lui, ça a pris du temps avant mais c'est un gars dans les ligues mineures qui était convoité, mais c'est l'exception plutôt que la règle. Exact. Euh, je veux dire, c'est pas maintenant. Je suis pas sûr, là, Marc, là, mais je pense que le salaire moyen de la Ligue américaine de hockey est plus que le double que le salaire moyen d'un joueur de baseball dans le 3A. Oh, on est pas loin des C'est chiffres, ça. là. On est vraiment C'est pas ça. loin des chiffres. Ouais. Puis sur les 25 joueurs du 3, là, on parle probablement seulement de, je dirais, 30 de ces gars-là. Alors l'autre, Ouais. 70 c'est en dessous Ouais. encore de la moitié de l'autre. Exact. Donc, et c'est vraiment Le- vrai, je me répète, là, mais c'est vraiment, le baseball professionnel mineur est fait pour que tu ne traînes pas dans le baseball professionnel mineur. Ouais. Tu te développes pour faire les majeurs ou on passe à un autre appel. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça, Ouais. parce que là, il y a des organisations qui avaient peur que si on paye les gars un petit peu trop, ben écoute, moi, je vais traîner dans la Ligue mineure, puis je vais faire mon petit bout de chemin jusqu'à 30, 32, 33 ans. Et c'est ce qu'on veut pas. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un hybride, encore une fois, trouver une solution? Ouais. J'espère que oui, j'en suis aucun doute d'ailleurs. Ouais. J'avoue que cet argument-là me laisse perplexe un peu, là, parce que, bon, à partir du moment où le joueur n'a plus d'utilité pour une organisation, même s'il veut continuer de jouer, je me dis, on va le laisser aller. Là. Ouais. Bon, Ben, enfin. je suis d'accord. Euh, Bon, ça se termine là-dessus pour le balado, mais on vous invite à nous regarder pour la série de championnat de la Ligue américaine. Il y a 3 matchs au Fenway Park en début de semaine, lundi, mardi, mercredi contre les Astros de Houston. Je sais qu'il y a pas mal de partisans des Red Sox qui sont avec nous. Probablement quelques-uns de chez les Astros, ceux qui étaient là bon, quand Abraham Toro y était. Il n'y a peut-être plus, mais on a peut-être gardé nos allégeances. Bref, on vous invite à être là pour le match numéro 3 commencer ce lundi à compter de 20 h. Voilà. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. On sera tout près de la Série mondiale. On connaîtra évidemment les deux équipes qui vont s'affronter, qui vont représenter la Ligue américaine et la Ligue nationale. D'ici là, bon baseball, bonne semaine. À la prochaine.